Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. On le sait, l'Afrique compte énormément sur son agriculture et ses matières premières. Récemment, un rendez-vous sous-régional sur l'avenir du secteur coton anacarde s'est tenu dans la capitale ivoirienne, occasion au cours de laquelle le prix du kilogramme de l'anacarde a été revalorisé, passant de 275 francs CFA à 425 francs CFA, une augmentation de 54%, de quoi faire des heureux. Mais ces prix sont-ils ou seront-ils vraiment respectés? Comment s'assurer du bon prix aux producteurs? Comment encadrer la production, la transformation et surtout l'exportation de l'anacarde? On en parle avec nos invités du jour. Monsieur Onguetia Assouman, vous êtes le président de l'association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors je rappelle aussi, ou bien je précise que vous êtes le président du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA. Effectivement. Merci d'être avec nous. Et sur ce plateau, nous sommes avec M. Sorobet, le PCA de l'OIA Anacarde. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, l'OIA Anacarde, c'est quoi exactement? L'OIA Anacarde, c'est l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière anacarde. D'accord. Et là, on va dire, ce secteur-là, on entend beaucoup parler de l'anacarde ces dernières années. Comment est-ce que ce secteur a évolué au niveau de la production? Comment est-ce que les tendances ont évolué? Déjà, il faut faire l'historique de cette plante en Côte d'Ivoire, qui est rentrée ici en Côte d'Ivoire pour répondre à des besoins, on va dire, écologiques. Et c'est depuis un bon moment que la plante a commencé à prendre notre allure, qui devient aujourd'hui une spéculation essentielle du Grand Nord de ce pays. En occupation territoriale, nous sommes à plus de 60% sur 19 zones de production, dont la plus grande partie de production part du nord à l'est en passant par le centre. Et comme je disais tout à l'heure, ça a été introduit en Côte d'Ivoire pour répondre aux besoins écologiques. Mais aujourd'hui, avec l'allure que ça a pris à l'international en termes de rente, ça devient important dans le ménage, dans le revenu du moins du ménage des zones de production. Alors aujourd'hui, quand on voit un peu tout cet engouement, vous dites qu'au niveau du plan international, ça suscite beaucoup d'engouement, mais au plan local même, puisque vous dites que c'est une plante, on va dire, exotique qui est arrivée à avoir cette renommée, qu'est-ce qui justifie au plan local cet engouement pour les populations? On sait que ce n'est pas un aliment qui se consomme rapidement, un aliment de base. Qu'est-ce qui justifie en tout cas cette propension à cultiver l'anacarde ces derniers temps en Côte d'Ivoire? Ok, merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler de notre filière. Comme le président Bell a dit tout à l'heure, je pense que l'anacarde a été introduite en Côte d'Ivoire dans les années 50 pour des besoins écologiques et aujourd'hui est devenue une spéculation très importante pour l'économie ivoirienne elle-même. Et donc aujourd'hui, l'anacarde nourrit plus de 3 millions de personnes directes et indirectement. Et depuis la réforme de 2013 qui a jeté les bases de cette structuration et organisation de la filière, l'anacarde est devenu un produit très important en termes d'exportation et dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, en termes de développement, quand on parle des villes telles que Korogo, Bandoukou, toutes les zones de production, c'est l'anacarde qui suscite ce développement-là. Alors quand on regarde un peu l'envolée des prix, on a vu récemment que le prix du kilogramme est passé de 275 francs à 425 francs CFA en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelque part c'est pas un encouragement, un clin d'œil que le gouvernement fait pour concurrencer un peu le binôme café-cacao? Bon, pas forcément dans ce sens, mais déjà il faut dire que comme il a touché le terme réforme, c'est vrai l'anacarde a été introduit, comme on le disait tout à l'heure, pour des raisons écologiques, mais après les réformes de 2013, avec les bases qui ont été lancées pour l'évolution, surtout pour une durabilité de la filière, en préservant le revenu du producteur qui devait être stimulé à la hausse, tous les producteurs, on va dire, qui étaient initialement dans cette exploitation ont commencé à se donner à fond. Et le nombre même d'effectifs a plus augmenté en termes de superficie aussi. Les superficies ont augmenté. Et donc l'engouement a été créé depuis les réformes 2013. Alors justement, ces réformes 2013 ont... Je viens d'entendre à deux reprises la réforme 2013 ou les réformes 2013. Quels sont les points importants qui ressortent de ces réformes? Qu'est-ce que ces réformes? Il y a plusieurs axes qui ont été touchés. L'un des plus importants des axes, c'était d'abord la production et la commercialisation. La production, pour pouvoir avoir une durabilité en termes de production,
pour garantir un revenu au niveau de la commercialisation aux producteurs. Donc voilà les deux éléments essentiels sur les plusieurs axes qui ont été évoqués lors de ces réformes qui ont attiré l'attention de l'ensemble des producteurs. Alors quand on compare un peu, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire quand même se repose beaucoup sur le binôme café-cacao, quand on regarde en termes de productivité sur un hectare aujourd'hui, est-ce que l'anacarde est plus rentable que le café ou le cacao? Je dirais que pour l'instant, l'anacarde est en train de faire son petit chemin. Il y a beaucoup d'avancées en termes de collaboration scientifique avec les différentes universités pour accroître le rendement à l'hectare de l'anacarde. On ne peut pas, ce n'est pas le moment de comparer le binôme cacao à l'anacarde, parce que l'anacarde, c'est un nouveau produit et est en train de tout doucement avancer à comparer avec les autres pays producteurs. C'est vrai que nous sommes encore, nous avons beaucoup d'avancées, nous avons beaucoup d'avancées en termes de structuration, mais en termes de rendement, il nous faut encore faire beaucoup d'efforts, parce que les pays tels que l'Inde et le Vietnam qui sont à plus d'une tonne à l'hectare, comparativement à nous qui qui atteignons pratiquement maintenant les 700 kg à l'hectare, ça veut dire que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Mais je voulais revenir sur le prix dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas parce que le gouvernement veut rapprocher le prix de l'anacarde au prix du binôme café-cacao, mais au niveau de l'anacarde, c'est le marché en réalité qui a déterminé ce prix-là. Aujourd'hui, cette année, le marché est favorable à un prix et il était normal que le producteur puisse avoir le meilleur prix. C'est pour cela que vous avez vu ce prix-là. Alors justement, concernant les prix, est-ce que ces prix sont encore fixés à l'international? On voit par exemple au niveau du café-cacao, il y a une sorte de stabilisation des prix pour permettre aux producteurs ivoiriens, en tout cas, de bénéficier au mieux du marché par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce qu'au niveau de l'anacarde, il y a cette politique-là aussi pour permettre aux producteurs d'avoir un prix minimum qui les rassure que de se laisser balancer ça et là par rapport aux vagues sur le marché international? D'accord, bon, je voudrais réagir sur cette question parce que le président Alex a bien fait d'aborder la question du prix. Le prix de 425, il est copié un peu, on va dire, sur des éléments scientifiques qui sont régis, on va dire, par le marché international. Il a si bien dit cela. Mais le problème aujourd'hui, quand on parle de rendement, on revient à ça. Le rendement, vous avez parlé de 600 kg à l'hectare comparativement à l'Inde qui fait 1 tonne. Mais je voudrais répondre à cette question avant d'aller sur l'autre. Au départ, c'est le tout venant que les gens ont accepté en termes d'exploitation. Le tout venant, donc, ça ne respectait pas les bonnes pratiques agricoles. Et c'est maintenant, avec la recherche, bien entendu, appuyée par le FICA, donc le président est sur ce plateau, que la science, la recherche du moins, ça a commencé à travailler, à améliorer, on va dire, les conditions d'exploitation de ces vergers, en respectant bien entendu les bonnes pratiques agricoles. Donc le respect de ces bonnes pratiques agricoles nous envoie à une productivité plus ou moins importante. Mais naturellement, parallèlement à ça, les vergers qui sont vieillissants, et le conseil travaille d'ailleurs dans ce sens, le conseil Coton Anacarde travaille dans ce sens, c'est de travailler à améliorer la productivité à travers la réhabilitation des vergers qui sont vieillissants. Il faut réhabiliter les vergers qui sont vieillissants, qui ont depuis les années 60 ou bien 70 qui existent. C'est vrai que l'anacardier peut vieillir longtemps et produire, mais au fur et à mesure qu'il vieillit, il a besoin d'être entretenu pour améliorer sa productivité. Maintenant, revenant à la question de prix, le prix, comme il a si bien, le prix est comparé au cacao, nous ne sommes pas forcément d'accord pour ça, mais c'est plutôt les réalités du marché. Et ce qu'il faut aussi retenir, entre les deux marchés, le marché du cacao et celui de l'anacarde, c'est deux spéculations qui sont d'abord différentes, donc qui évoluent sur deux marchés différents. Et malheureusement, nous, on a un mal au niveau de notre filière, qui est la non-transparence du marché international. La non-transparence du marché au niveau de l'international fait qu'on n'a pas la maîtrise des prix à l'international. Par contre, le régulateur qui est là, le Conseil Coton Anacarde, a mis un mécanisme en place maintenant qui travaille à améliorer, on va dire, sinon à maintenir le prix minimum qui a été fixé ou bien annoncé lors des gènes spéciaux à passer.
Donc Alors, il y a un système de régulation qui est mis en place pour pouvoir vraiment permettre aux producteurs d'avoir au minimum ces 425, c'est pour ça qu'on appelle un prix plancher. un prix décent en tout cas. Et justement, quand on regarde un peu la production de la Côte d'Ivoire et quand on regarde les pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire, on a vu, on sait qu'il y a beaucoup de fuites de produits agricoles à nos frontières. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ces prix appliqués, ça permet aux producteurs ivoiriens de garder leurs produits ou bien à l'extérieur, leurs produits sont encore meilleurs et qui peuvent occasionner en tout cas la fuite de certains de nos produits? Bon, je ne sais pas si M. Alex voudrait réagir. Ben, je vais... Vas-y. D'accord. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est d'abord premier producteur mondial. Pour dire que... Premier producteur mondial de l'anacarde. D'accord. Avec plus d'1 million de tonnes. 1 200 000 tonnes. On n'a pas la même politique et on ne devrait même pas avoir la même politique qu'un pays comme le Ghana qui produit peut-être à peine 10% de notre production. Nous, on travaille à garantir la durabilité de la filière. Il ne s'agit pas aujourd'hui de donner des prix à l'échéant aujourd'hui et dans 2 ou 3 ans ne pas les respecter ou bien peut-être arriver à la dérive. Il faut plutôt travailler à la durabilité de la filière. Mais le Ghana a moins à perdre si par exemple leurs producteurs venaient à ne pas avoir de marché pour écouler leur production. Comparativement à la Côte d'Ivoire, qui produit plus d'1 million de tonnes, avec plus de 400 000 producteurs qui dépendent de ça, comme il a dit tout à l'heure, avec 3 millions de personnes minimum qui dépendent directement ou indirectement des revenus qui découlent de cette spéculation. Donc la Côte d'Ivoire a beaucoup à perdre en respectant, disons, en voulant suivre la politique des pays voisins qui produisent 10 fois moins que notre production. C'est plutôt mettre l'accent sur la durabilité. Et je pense que c'est dans ce sens que l'État de Côte d'Ivoire encourage ce qu'on appelle la transformation locale. La transformation locale. Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Alors, je vais vous laisser revenir aussi sur la question si vous voulez intervenir. Mais je rappelle que vous êtes le président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. À ce titre-là, vous, à votre niveau, est-ce que au niveau des exportations, vous vivez des difficultés ou tout se passe bien pour acheminer nos produits vers les pays? Effectivement, l'une de nos difficultés, c'est la fuite des produits. C'est la fuite de la qualité en réalité. Et pour nous, c'est vraiment une gangrène. Parce que ça, au niveau de notre corporation, nous l'avons dit plusieurs fois, ça ne nous permet pas d'être compétitifs face aux autres pays tels que le Ghana qui est juste à côté. Mais pour revenir à ce que le président a dit, c'est très important. Nous n'avons pas les mêmes réalités en Côte d'Ivoire que le Ghana. L'anacarde ne compte pas dans l'économie ghanéenne. Contrairement à nous, l'anacarde qui compte beaucoup pour nous. Donc 1 250 000 tonnes comparé à 80 000 tonnes, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision. Donc la fuite de produits vers ces pays-là, et ce n'est pas forcément le Ghana que je cite, c'est aussi le Burkina, c'est aussi le Mali, et même la Guinée. D'abord, c'est un manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire. Et je pense que l'État a vraiment réagi en prenant une ordonnance pour mieux corser ce contrôle de la fuite de produits. Bien entendu, notre corporation sera vraiment bénéficiaire de ces retombées-là. À partir du moment où nous pouvons capter le maximum de produits de qualité, et bien cela permettra à nos industries locales aussi d'être productifs. Donc c'est un phénomène que nous regardons tous ensemble, producteurs comme exportateurs. Nous sommes tous dans le combat pour vraiment freiner ce fléau-là. Pour nous, c'est un fléau. Et puis, dire aussi que c'est un cas de conscience pour nos parents, surtout un cas de civisme. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné et l'État doit prendre vraiment des mesures pour réprimander tous ceux qui s'adonnent à cette activité. Alors permettez-moi, je vais rester avec vous. On sait qu'il y a quelque temps, l'Union européenne a pris une décision dans le sens de la traçabilité des produits agricoles maintenant qui seront exportés. Et je pense que le cacao, le café, je pense aussi que l'anacarde est concerné par rapport à tout ce qui est développement, agriculture durable, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous,
je vais vous adresser cette question-là sous le couvert du FIRCA. Comment vous accompagnez justement les producteurs à se mettre aux normes face à cette nouvelle directive de l'Union européenne? Parce que ça risque d'impacter quand même l'exportation. Je pense que les JNPCA 2025 ont déjà jeté cette base de traçabilité par l'identification déjà des producteurs avec la carte de producteur que le producteur va avoir. Je pense que celui qui sera à New York, qui va avoir des amendes, saura que ces amendes viennent du village de mon président, ou bien de Korogo, ou bien de chez moi à Bandoukou. Donc la traçabilité, c'est très important pour nous, parce que c'est une valeur ajoutée. Et pour nous, ces certifications qui vont découler de cette traçabilité-là, in fine, pour permettre aux producteurs d'avoir un bon revenu. Et nous encourageons vraiment cette traçabilité. Alors là, je me retourne vers vous, un producteur. Vous, comment vous accueillez ces directives? Est-ce que ça va vous demander un double effort dans le travail que vous faites, ou bien déjà l'élan vous permet de respecter ces directives de l'Union européenne? Bon, je pense que c'est d'ailleurs une opportunité à saisir. C'est une opportunité à saisir à partir du moment que, à travers l'identification, il y a beaucoup de projets qu'on pourrait réaliser. À travers l'identification, ça nous permet de sortir une base de données. Et donc, tous les services qui seront orientés vers les producteurs seront facilement traçables. Également, nous, on prend le cas de la distribution de la sachet ou bien des intrants. Ça facilite tous les projets que l'État ou bien tout partenaire technico-financier voudrait réaliser auprès des producteurs. Mais aujourd'hui, on parle de plus de 400 000 producteurs, mais il faut pouvoir les identifier en géolocalisant leur plantation pour arriver, n'est-ce pas, à sortir une bonne base de données qui puisse nous permettre d'avoir une filière plus compétitive sur le marché international. Et sur le marché international, on sait que les prix aussi sont fonction du niveau de transformation de nos produits. Qu'en est-il aujourd'hui de la transformation au plan local, en Côte d'Ivoire même? Qu'en est-il de la transformation? Je suis très content pour cette question. Je repartirai encore de la réforme. J'ai dit que avant la réforme, on était à un taux de transformation de moins de 6%. Aujourd'hui, en 2024, 2025, je veux dire pour la campagne passée 2024, nous avons dépassé le taux de transformation de 23%. Et nous pensons que avec ce dynamisme que connaît notre filière, nous pourrons atteindre d'ici 2030-2035 les 50%. Ça, c'est notre volonté, vraiment de soutenir la transformation locale. Et donc, il y a un engouement. Il y a vraiment un engouement au niveau de la transformation. Et je pense que cela, dû aux mesures incitatives que l'État met en place, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau de l'accompagnement, et toutes les mesures de structuration que le Conseil met en place pour booster vraiment cette transformation. Vous avez vu depuis ces dernières années, il y a des unités de transformation qui sortent, et ça, au niveau de l'AIC, quand nous sommes venus aux affaires, ça faisait part de notre programme de permettre à nos membres exportateurs de devenir des transformateurs. Et je vous assure que toutes ces structures de transformation que vous voyez sont des membres de l'AIC. Et donc, pour nous, nous sommes vraiment dans le programme et nous encourageons encore les membres qui sont encore réticents pour leur dire que la transformation, c'est la voie vraiment absolue pour réussir dans la filière Anacad. Réussir la transformation. Alors, permettez-moi de revenir, parce que quand on parle d'Anacad, on se limite bien souvent à la noix, à l'amande, on va dire, mais au niveau des producteurs, est-ce que vous arrivez à déployer des politiques pour profiter des dérivés de l'Anacad? Il y a beaucoup de choses autour de ce produit. Merci pour cette question pertinente. Bien avant d'arriver, je veux dire, à l'exploitation des produits dérivés, je voudrais revenir un peu sur déjà la noix. La noix, il a si bien dit que l'État de Côte d'Ivoire, et tout le monde le sait, avec une onction politique qui est favorable au secteur agricole,
Il y a des mesures incitatives à la transformation qui sont mises en place sur le plan administratif ou bien fiscal et d'autres moyens, bien sûr, qui encouragent les investisseurs étrangers et nationaux à s'investir davantage dans la transformation. Mais nous, en tant que producteurs, comme je le disais tout à l'heure dans notre introduction, il faut travailler à garantir le sourcing de cette industrie locale à travers la production, une production de qualité. Il a dit tout à l'heure que nous sommes à plus de 20%, 26% et plus. Mais en réalité, sur 2025, la capacité des installations va au-delà de 400 000 tonnes, comparativement aux années avant les réformes. Oui. Et tenez-vous bien qu'avant même les réformes, on n'était même pas à un niveau de plus de 400 000 tonnes en termes de production. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 million de tonnes, avec 400 000 tonnes de production à transformer sur 2025, selon les capacités des installations disponibles. Ça nous amène à nous comparer un peu au cacao. Le binôme cacao, pourquoi les prix flambent là? C'est parce qu'il y a assez de broyeurs sur le plan national. C'est parce qu'on transforme une bonne partie de notre production sur le plan national, qui fait qu'aujourd'hui le marché est plus ou moins régulé. Donc la Côte d'Ivoire, surtout l'État de Côte d'Ivoire, a compris que la transformation est aussi un levier pour agir sur la régulation. C'est vrai qu'il y a la commercialisation qui a aussi besoin d'un système de soutien en termes de régulation, mais il y a la transformation aussi qui est un levier important dans la régulation du marché qu'on appelle intérieur comme à l'extérieur. La transformation ayant atteint les 400 000 tonnes sur 2025 en termes de capacité d'installation, bien sûr, ça nous permet de nous faire une projection. Mais la politique de la Côte d'Ivoire qui est mise en place en tant que producteur, comment nous nous mettons dans ce schéma? Comment nous nous mettons dans la chaîne? C'est de permettre aux producteurs de bénéficier de cette politique, cette bonne politique qui a été prise par l'État de Côte d'Ivoire, d'aller à la transformation pour sécuriser au mieux les revenus du producteur. Mais le revenu du producteur ne devrait pas se limiter au prix de vente qui découle de la noix. Il faut plutôt aller à un niveau de transformation, ne serait-ce que la transformation semi-finale ou bien la transformation primaire de la noix. Donc c'est pour cela que nous, on souhaiterait encourager nos producteurs, comme il a dit, au même titre qu'on voudrait que les exportateurs se convertissent en transformateurs. Il serait aussi important que le producteur qui est à la base de la production puisse aussi se mettre dans la chaîne de transformation pour pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée qui est partagée sur la chaîne de transformation. En tout cas, intégrer cette chaîne, on voit qu'il y a une réelle volonté politique. Oui. Je vais vous laisser poursuivre parce que vous allez un peu dans le sens, en tout cas, de la conclusion de cette émission. Quelles sont, en tout cas, les grandes lignes pour prétendre à ce leadership mondial, maintenir son rang au plan mondial? Qu'est-ce que les producteurs doivent faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour permettre au pays de maintenir son statut de leader mondial? Les producteurs, c'est déjà agir sur la qualité d'abord. La qualité, et permettre que la productivité, comme on l'a dit, ils ne vont pas faire ce travail seul. Il faut forcément le soutien des partenaires comme le FIRCA qui devrait les accompagner à travers le CNRA ou bien la NADER dans les formations. Mais le producteur, aujourd'hui, comme on le dit, pour un producteur, le meilleur prix, c'est, disons, le meilleur engrais pour un producteur, c'est le prix. Et malheureusement, pour notre spéculation, le prix dépend de la qualité. Aujourd'hui, quand on revient au prix de 425, je vous ai dit que c'est basé sur deux éléments scientifiques à l'international, c'est-à-dire le prix CAF de référence et le coût du dollar. Mais le prix CAF de référence est lié à la qualité. Et on peut dire la moyenne de la qualité de la Côte d'Ivoire est peut-être de 46, comparativement au Ghana où on parle de 50-51. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément le même prix sur le marché international. Donc pour que le producteur puisse bénéficier du meilleur prix, pour qu'il soit encouragé à faire de la production, il faut que le prix soit bon. Mais pour que le prix soit bon, il doit travailler à améliorer la qualité. Améliorer la qualité. Je me retourne vers vous, en tout cas, M. Assouman. Comment est-ce que vous accompagnez ces producteurs à avoir la qualité et au niveau des exportations? Comment vous voyez les perspectives dans les 10-15 prochaines années? Merci. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, cette commercialisation tourne de la qualité. Et nous, qui sommes la vitrine de la Côte d'Ivoire à l'extérieur en exportant nos produits, nous avons constaté que depuis un moment, notre qualité a pris un coup. Donc, comme le président l'a dit, un travail doit être fait au niveau des producteurs pour faire de la qualité. Et ça, c'est très important pour nous. La qualité, ce n'est pas forcément pour les exportations, mais la qualité, c'est aussi pour permettre à notre industrie locale
d'être plus productive. Parce que une industrie qui n'a pas des noix de qualité ne peut pas bien produire. Alors permettez-moi, quand vous parlez de qualité par exemple, est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, je veux dire, on a des problèmes de conservation de noix? Parce que le temps que ces noix soient acheminées ou exportées dans peut-être aux États-Unis ou autre, le délai, la conservation, est-ce que la Côte d'Ivoire a un problème de conservation? Non, on n'a pas de conservation de noix. Je veux dire que tout part de la base. La base sont les producteurs. Ce sont des simples... j'allais dire, c'est l'itinéraire technique que les producteurs devaient respecter, les bonnes pratiques agricoles qu'ils devaient respecter. Il ne faudrait pas qu'ils se focalisent sur le prix et vendent n'importe comment. Il faut vraiment prendre le temps de sécher ces noix-là. Je pense que vous avez vu sur... Bon, je ne veux pas... je ne sais pas si je dois citer notre chaîne nationale. Il y a une campagne de sensibilisation sur la qualité parce qu'il faut vraiment traiter le produit et c'est le produit de qualité que nous vendons. Et c'est ce qui va permettre aux producteurs d'avoir un bon revenu. Et cette campagne, nous l'encourageons et je pense que mes équipes sont mobilisées à accompagner le conseil du coton de l'Anacad. Merci en tout cas, M. Nguetia Assouman. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, leader sur le marché mondial. Comment réussir à maintenir ce leadership? C'est de cela que nous avons parlé aujourd'hui avec nos invités du jour, M. Nguetia Assouman, président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, et M. Sorobert, président de l'OIA Anacard. Merci en tout cas pour vos contributions. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur toutes nos plateformes. Agréable suite de programme sur nos antennes.